Salut, c'est Florent et bienvenue dans le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir si c'est un peu la fin de l'investissement en bourse parce qu'on est vraiment sur des niveaux et des variations assez chaotiques depuis la crise de tu sais quoi. Et du coup, je voulais revenir un petit peu sur ces points-là pour que tu comprennes un peu les enjeux en ce moment en bourse et que tu fasses pas notamment n'importe quoi. Comme peut-être beaucoup de gens le font en croyant qu'ils vont faire des bonnes affaires. En ce moment, il y a énormément de gens qui font n'importe quoi en bourse. Je le vois sur les forums et sur les groupes Facebook qui sont dédiés à ça. D'ailleurs, si tu veux rejoindre un club Facebook de qualité, j'ai créé la bourse sans se prendre la tête. Donc tu tapes la bourse sans se prendre la tête, c'est un groupe Facebook qui réunit du coup que des informations fiables et je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde dans le but vraiment de faire prendre conscience aux gens de comment investir en bourse, comment être rentable sur le long terme, comment s'en sortir en bourse et pas faire n'importe quoi. Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc si tu veux rejoindre le groupe Facebook, c'est la bourse sans se prendre la tête. Tu peux aussi rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, comme ça tu auras tous les jours un conseil pour pas faire n'importe quoi, notamment en bourse. Aussi je fais pas mal de conseils de dev perso pour devenir un nouveau rentier et quelques conseils sur l'immobilier, mais beaucoup moins en ce moment, il faudrait que j'en refasse un petit peu plus. Mais en ce moment l'immobilier me passionne un peu moins, donc je parle un peu moins d'immobilier, tout simplement. Alors, en fait, l'idée, c'est de te dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était la fin du monde en bourse parce qu'il y a eu un crack. Alors, un crack, déjà, c'est quoi? C'est quand il y a une variation assez importante à la baisse. Si on prend par exemple, le Standard & Poor's, qui est un des plus gros indices, qui est le plus gros indice américain. Rien que en mars, il a subi une variation de 43% entre son plus haut et le plus bas. En réalité, il a perdu 12%. Mais c'est pour te dire la variation qu'il a subi rien qu'en mars. Et c'est ça qu'on appelle un krach boursier. Alors ça ne veut pas dire que c'était la fin du monde. Ça veut juste dire qu'il y a des personnes qui sont rentrées début mars, qui ont eu une variation de moins 43% potentielle sur leur portefeuille. Donc t'imagines bien, si tu as mis 10 000 euros, tu peux perdre 4 000 euros comme ça du jour au lendemain. Alors ceux qui ont perdu vraiment, c'est ceux qui ont vendu, et il y en a qui ont vendu peut-être au pire moment. Le marché a fait un plus bas aux alentours de mi-mars, et ensuite il y a eu un beau rebond depuis. Donc tu vois, ça dépend vraiment comment tu as approché la chose. Mais en tout cas, il y en a qui ont perdu de l'argent, ça c'est une réalité. Et du coup, tout le monde en ce moment est devenu, j'ai l'impression, un expert de la bourse. Tout le monde y va un peu de son petit commentaire. Je vois plein de gens qui mettent des trucs, mais des fois du gros n'importe quoi, des fois c'est cohérent et ça tient sur une vraie argumentation. Mais des fois, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on verra en fait qui, pour moi, a les reins les plus solides. Moi-même, c'est une des premières crises que je connais en tant qu'investisseur, puisque j'ai commencé à investir il y a 10 ans, donc juste après la crise de 2009, donc au bon moment, je dirais, au bon moment dans le sens où, même si j'ai fait des erreurs de débutant, elles n'étaient pas trop graves, parce que le marché était haussier. Du coup, ça m'a permis de faire des erreurs à un moment où c'était moins grave. Parce que celui qui fait des erreurs en 2008 ou en ce moment, là, il va le payer beaucoup, beaucoup plus cher que moi, j'ai pu le payer en 2010. Donc, fais bien attention à ça. Donc, c'est pour ça que je dis, on verra qui a les reins le plus solides. Parce que ceux qui n'ont pas eu de formation, qui ne sauront pas vraiment ce qu'ils font, eux, ils vont perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, faut voir qui ne va pas céder à la panique, notamment. La panique qui a pris les marchés là en mars et qui pourrait reprendre dans les prochains mois parce que ça va dépendre aussi de l'impact réel sur l'économie. C'est encore un petit peu dur de savoir exactement combien ont perdu telle ou telle société.
tout simplement parce que les sociétés font des bilans pour la plupart du temps trimestriels. Donc on a eu le bilan à fin mars, mais faudra, je pense, attendre vraiment, alors mars, avril, mai, juin, attendre fin juin pour avoir les conséquences réelles de cette crise sur les sociétés. Parce qu'à fin juin, on aura vraiment une réalité du chiffre d'affaires qui est rentré, de si les sociétés sont en perte ou pas, parce qu'elles auront probablement diminué leur chiffre d'affaires, mais elles auront peut-être aussi essayé et réussi à diminuer leurs charges. Alors ça dépendra des sociétés et de leur type d'activité, mais il y en a qui en sortiront beaucoup plus fortes que d'autres. Je pense que c'est aussi les sociétés qui se seront adaptées très vite. Et ça, c'est beaucoup plus dur quand on est une grosse société, une entité énorme, tu vois, avec plusieurs milliers de salariés, que quand on est une petite PME qui peut s'adapter du jour au lendemain. J'ai vu des beaux exemples et j'étais agréablement surpris de voir ça à la télé, notamment sur TF1. Je pense qu'ils ont pris conscience que c'était suffisamment anxiogène pour en plus ne pas forcément en rajouter une couche au journal télévisé. Que je suis tombé dessus une fois comme ça. Et je voyais une dame notamment qui avait une petite boutique, un petit resto, et en fait qui s'était complètement adaptée, c'est-à-dire qu'elle ouvrait pour elle, elle faisait ses plats, et elle faisait de la livraison à domicile. Donc elle était devenue une sorte de Uber Eats à elle toute seule, et elle fournissait aussi le pain, donc elle avait un partenariat avec les boulangeries, donc elle faisait la boulangère limite, alors je me souviens plus des chiffres exacts, mais elle disait que 40% je crois de son chiffre d'affaires venait de cette personne qui faisait des livraisons. Tu te rends compte de l'impact que cette personne a eu dans le commerce local. Et pour moi, ça, c'est une personne qui sait s'adapter, justement, qui a pas râlé, qui a dit, OK, voilà, je n'ai pas le droit d'ouvrir, en tout cas, j'ai pas le droit d'accueillir des clients qui viennent de l'extérieur. Comment je peux faire? Je suis dans un petit village, donc il n'y a pas de Uber Eats, tout ça. Comment je peux faire? Bah, je livre moi-même, tout simplement. Donc voilà, cette personne-là, je pense qu'elle aura pas trop perdu. J'ai demandé à titre informatif aussi à un boucher là, chez qui je vais souvent. Tu vois, lui, il n'a pas été impacté non plus parce qu'en fait, il pouvait ouvrir. Je pense que les activités qui vont être impactées principalement, c'est tout ce qui est transport, hôtellerie, tourisme, etc. Mais finalement, il y en a qui ont quand même réussi à s'adapter. Euh, Au-delà de ça, par exemple, si on veut revenir sur la bourse, désolé pour cette petite parenthèse, c'était l'exemple de mon quotidien. Et je vais boire une petite gorgée de café. Ça se fait pas pendant un podcast, mais bon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. La logique devrait faire que l'on n'est pas exposé au marché américain en bourse en ce moment. Pourquoi? Parce que les marchés américains subissent de plein fouet en ce moment cette pandémie. Donc on pourrait se dire, voilà, c'est pas le bon moment pour investir sur les États-Unis. Je suis en train de sortir les chiffres en parallèle. Et en fait, qu'est-ce qui fait le marché américain depuis depuis mi-mars notamment, depuis ce rebond? Et bah en fait, il fait que monter. Il fait que monter. C'est-à-dire qu'entre le plus bas, sur le même indice, entre le plus bas et aujourd'hui, donc aujourd'hui on est mi-mai, donc en 2 mois, le marché a repris 27%. Donc il a presque corrigé ses pertes. Alors là en ce moment il va rebaisser. Je pense qu'il va y avoir une rebaisse, une baisse là dans les prochaines semaines. On a atteint un plus haut, enfin une sorte de résistance. Si tu sais pas ce que c'est une résistance, c'est que une résistance, c'est en fait c'est une sorte de petit plafond que les prix vont du mal avoir à percer. Souvent, c'est un précédent plus haut ou des choses comme ça. Donc là, en fait, la résistance, c'était le plus haut de octobre 2018. Donc en ce moment, on retape sur des niveaux de octobre de 2018. Donc c'est-à-dire que les marchés, quelqu'un qui investit en octobre 2018 et qui n'a pas vendu, il est toujours pas devenu rentable. Il est toujours pas revenu à l'équilibre. Donc voilà, ça c'est une réalité de la bourse aussi, c'est que tu peux être en perte pendant 2 ans sans gagner d'argent. Alors ça va dépendre de ta stratégie, ça va dépendre de plein de choses.
Mais tout ça pour dire qu'en bourse, quand tu investis, c'est minimum 5 ans. Parce que si cette même personne, on prend quelqu'un qui a investi il y a 5 ans, donc 5 ans, ça nous fait mai 2015. Alors attends, je suis en train de regarder en même temps. Mai 2015 à aujourd'hui, sur le marché américain, la personne a gagné 36%, tu vois. Donc elle reste positive. Et même au plus bas, avec la volatilité qu'il y a eu à fin mars, elle avait quand même gagné 4%. Donc si elle a une vraie stratégie, elle n'a pas forcément revendu sur ces niveaux pourris, mais voilà. Et elle a bien fait parce que là, elle est remontée à 36%. Et juste avant la crise, elle était à 54% de gains sur le marché américain. Donc voilà, je te dis, en fait, ce que je veux te dire, c'est tout simplement que le marché, que voilà, il faut pas suivre nos intuitions personnelles en bourse parce qu'elles sont souvent fausses. Alors je te dis pas que c'est le meilleur moment pour investir en masse, c'est-à-dire faire un all-in de 10 000 euros en ce moment. Clairement, c'est pas forcément le meilleur moment. Mais par contre, je te dis vraiment qu'il faut faire attention aux intuitions personnelles, parce que en fait, nous, on est des êtres humains, jusqu'à preuve du contraire. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es probablement un être humain parce que je me diffuse pas encore le podcast aux extraterrestres. Donc je pense que tu es un être humain. Ou alors si tu écoutes ce podcast sur tes enceintes, tu es peut-être un animal. Mais voilà. Donc on ressent des émotions, du coup. C'est le propre de l'être humain, souvent des émotions fortes, d'autant plus. Et en plus, ces émotions, en ce moment, elles vont être décuplées par les médias, parce que c'est leur objectif, notamment si tu regardes les médias tous les jours. Et Monsieur le Marché, ou Mister Market, lui, il s'en fout. Il n'a pas d'émotion. Lui, il s'en fout, et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il s'en fout des morts, il s'en fout de la maladie, il s'en fout des gens qui n'auront plus d'argent à la fin du mois. Il n'y a qu'à voir la hausse depuis 2009. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui s'en fout qui est le pire, c'est que en général, il a anticipé tout cela. Il va réagir de manière émotionnelle sur du court terme, mais sur le long terme, en général, il a anticipé un petit peu tout ça. Et, euh, et en fait, c'est un peu comme, tu vois, un journal quotidien qui a l'étagère avec les informations des gens qui vont bientôt mourir. Tu sais que ça existe ça dans les médias. Les personnes qui sont assez âgées, en général, il y a quelqu'un qui est dédié à faire un petit peu, retracer sa vie. Comme ça, quand la personne décède, ils sont prêts à sortir l'article directement le lendemain matin. Donc ça, c'est des choses qui sont faites et le marché, il fait pareil. Il est froid, il a pas d'émotion. Donc il t'aidera pas quand tu auras besoin de lui. Ça c'est une certitude. Au moment où tu auras plus besoin de lui, il t'aidera pas et il fera sûrement en plus l'inverse de ce que tu penses parce qu'il est complètement imprévisible. Notamment cette hausse là qui pour moi n'a pas forcément de réalité financière, qui est complètement imprévisible. Mais n'empêche que ceux qui avaient vendu au pire moment, ils ont peut-être qu'il faut vendre en ce moment, mais en tout cas ils n'ont pas vendu au pire moment. Alors, ça, personne te dira qu'on peut le dompter, euh, un peu comme un animal sauvage, tu vois. Euh, Essayer de s'accrocher à lui quand il prend comme ça des rebonds serrés et tout. Va te dire qu'au moment, il y a quand même des investisseurs en bourse qui gagnent quand même de l'argent. Et moi, je te le dis, aujourd'hui, je suis à plus 20% depuis octobre 2019. Donc je suis pas en perte. J'ai été en perte pour être totalement transparent avec toi. J'ai été en perte sur les plus bas de mars. Et encore, je crois que j'étais proche de l'équilibre. C'était une perte de 3%, quelque chose comme ça. Là, on est remonté à plus 20. Donc aujourd'hui, il y a des stratégies qui, même en 2020, ont fait plus 10%, plus 16% sur un an. Ça existe. Et tu vois, du coup, c'est des choses qui sont complètement faisables. En fait, tout ce que je veux te dire derrière tout ça, c'est qu'il faut avoir une stratégie en bourse. Si t'as pas de stratégie, tu vas subir tous ces mouvements, que ce soit à la hausse, à la baisse, tu vas pas savoir quoi faire,
tu vas acheter des actions sans trop savoir pourquoi, sans savoir quel prix tu dois les acheter, quel prix tu vas les vendre, etc. Donc c'est pour ça que j'ai créé une formation spéciale débutant. Cette formation, elle réunit pas une, deux ou trois stratégies, mais 11 stratégies d'investissement long terme en bourse. Euh, Certaines sont un peu plus risquées et vont jusqu'à plus de 10% par an. D'autres sont avec des risques qu'on va dire moyens et font du 8% par an. Et en fait, il te suffira d'en choisir une, et je t'explique tout de A à Z, comment choisir une, comment l'implémenter, etc. Et comment devenir rentable en bourse sur le long terme. Donc voilà, si ça t'intéresse d'investir sur le long terme et pas de te prendre la tête, je te mettrai un lien. Ça te présentera notamment la formation et tu auras mon numéro de téléphone si tu veux en savoir plus et on pourra en discuter ensemble. Voilà, donc ça, ce sera un des liens dans la description du podcast. Si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire pour aller plus loin avec moi. Voilà. Bon, j'espère que ce podcast t'a plu et moi je te dis à dans les prochains jours. Je te dis pas à demain parce que je suis pas sûr d'en faire un, mais je te dis dans les prochains jours et je te souhaite une bonne journée. Ciao, 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 ciao.